Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur l'arrosage. C'est un thème qui est très vaste. Après énormément d'années que j'ai fait du jardin en Suisse, là où il pleut relativement souvent, même en été. Depuis que je me suis intéressé aussi à la permaculture, surtout disons au paillage du sol, au sol vivant, je me suis retrouvé dans un climat en Suisse où j'avais plus besoin d'arroser les plantes en fait finalement qui étaient dehors dans la saison, même lorsqu'il y avait un mois de canicule. Et puis maintenant que nous sommes au Portugal, la question se pose à nouveau parce qu'on a un climat qui est différent, un type de sol qui est différent, un niveau de qualité de sol que je ne peux pas encore qualifié de sol vivant parce que je suis tout au début d'une mise en place énorme. Donc je me retrouve avec des tas de paramètres qui sont différents. On va essayer de détailler tout ça, d'expliquer un petit peu, de faire un tour d'horizon sur ce qu'il faut être attentif lorsqu'on désire faire un bon arrosage des plantes. Le premier point de tout, c'est de connaître le climat dans lequel on se situe. Est-ce qu'il y a des pluies fréquentes? Est-ce que toutes les semaines, il y a un risque d'avoir des pluies ou un risque ou l'avantage? Ça dépend comment on veut le voir d'avoir des pluies. Ça va dépendre bien évidemment de ce qu'on a envie de planter dans son jardin. Ici au Portugal, les pluies, c'est presque terminé. On est le 15 avril à peu près. C'est plus ou moins la fin. Pour les pluies, on risque d'avoir peut-être 2-3 jours de pluie encore avant septembre. J'espère des grosses pluies pour recharger un petit peu les nappes et puis bien arroser. Mais autrement, c'est terminé. De plus, on a de la chaleur, du soleil et un vent qui est bienvenu quand il y a de la chaleur, mais qui assèche l'air. On a des fois un taux d'humidité qui s'approche des 10-15% dans la journée, ce qui est extrêmement bas. Donc, il faut adapter en fonction de ce qui va venir du ciel et de ce qui va venir avec le vent. Ça peut être la bise. Au nord, c'est souvent la bise. Soleil et bise, ça assèche extrêmement le sol. Il va falloir un petit peu connaître ces paramètres pour savoir quelles sont les fréquences d'arrosage. Malgré tout, avec la météo, on ne peut pas toujours dire ouais, ils ont soif, ils n'ont pas soif. C'est sûr que quand il pleut, on va pouvoir dire non, ils n'ont pas soif. Maintenant, la première question, c'est il faut qu'il pleuve combien pour bien arroser? Alors, c'est difficile de le savoir si on n'a pas un hygromètre, combien il a plu. Bon, on a des statistiques, on a des stations météo maintenant, que ce soit Météo Suisse, Météo France, ils sont des statistiques assez pointues où ils nous donnent les quantités d'eau qui sont tombées par région. Moi, j'avais décidé une fois d'acheter un tout petit pluviomètre que je mets sur un bâton. Un bon arrosage, et c'est la base de toutes nos discussions de cette vidéo. Je dirais quand il y a environ eu 10 mm de pluie, ça veut dire 10 litres au mètre carré, on commence à avoir un arrosage qui est bon. Maintenant, si il n'y a pas de pluie pendant 3 mois et que vous avez une pluie de 10 mm, ça ne veut pas dire que ça sera bien arrosé. Surtout si vous n'avez pas arrosé avant. Mais la base de tout, commençons par ça. 10 litres au mètre carré, premier bon arrosage. La météo va avoir une influence évidente. La pluie, la rosée, tous ces paramètres vont influencer bien évidemment la fréquence des arrosages. Ça, c'est le premier point. C'est clair et net, c'est donné, on ne peut pas l'influencer, c'est ce que veut bien nous apporter le ciel. Dans le contexte où, ma foi, ce qui est donné, de l'eau qui vient du ciel, il faut faire en sorte que le reste du temps, les plantes soient saines, les plantes aient à boire et aient ce qu'ils font. Et quels sont donc les points qui sont importants de surveiller et qu'est-ce qu'on peut influencer? Alors, l'autre point très important, c'est le type de sol dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un sol argileux? Est-ce qu'on est dans un sol drainant, sablonneux, limoneux? Enfin, ça dépend, il en existe tellement. Même ici, sur cette ferme, je pense que tous les 20 mètres, on change de type de sol, puisque anciennement, ils avaient fait ces terrasses, remblayées avec la meilleure terre qu'ils pouvaient trouver, mais de celle-là à là-bas, c'est déjà 20 mètres et c'est tout un autre sol. Donc même ici, je dois adapter l'arrosage d'un microclimat ou un micro-endroit par rapport à un autre. Alors je vous laisse imaginer tout dans l'Europe ou dans le monde, chaque sol va être différent. Maintenant, ce qu'on peut faire pour améliorer toujours dans n'importe quel sol, le meilleur moyen d'être sûr que les plantes peuvent profiter du mieux de ce qu'elles ont dessous, c'est de pailler
pailler le sol. Alors pailler le sol assez abondamment, peut-être pas quand les plantes sont microscopiques. Vous allez le voir, parfois c'est très peu paillé, mais au fur et à mesure que les plantes grandissent, je vais couvrir mon sol afin d'essayer de garder la fraîcheur au pied des plantes et l'humidité qu'il y a dessous. C'est extrêmement important. De plus, ça va garder au sol, ça va lui permettre de garder une structure plus souple que si le soleil batte ce sol et sèche toute cette structure. Donc le paillage, c'est très important. Qu'on décide d'avoir un paillage permanent dans son jardin ou pas, une fois que les plantes sont établies, le paillage est extrêmement important. L'exemple ici, c'est que le sol, là où il n'est pas paillé, où il n'a pas de l'herbe dense, comme par exemple cette touffe, lorsqu'elle était mouillée et qu'il sèche, il devient dur comme du béton armé. C'est impressionnant. Et lorsque viendra la première pluie, tout ce qu'elle va faire, c'est prendre tout ce qui est en surface et partir avec la pente. Et presque aucune eau va s'infiltrer à la première pluie. Si c'était le cas, par exemple, la prochaine fois que j'ai de l'eau, si je cultivais dans un sol dur comme ça et que vient 10 mm de pluie, je ne vous fais pas un dessin, c'est comme s'il n'avait pas plu sur mes plantes. À part boire par les feuilles, elles n'auront pas bu. Donc pour nous ici, l'essentiel, c'est d'avoir un sol souple. Et pour avoir un sol souple qui va absorber cette eau, le paillage, là c'était du fumier, des fois c'est du foin, des fois c'est des feuilles, des fois c'est des copeaux de bois, bien qu'il faut faire attention avec les copeaux de bois, pour d'autres raisons, ça sera une autre discussion, mais disons, il faut pailler le sol dans toutes les choses. Le paillage va retenir en partie l'eau, donc il va garder une certaine humidité en surface de la terre, et puis avec le temps, si on ne retourne plus ce sol, il va commencer à créer de l'humus, à créer de la matière organique de qualité en surface du sol qui va être travaillée par les petits insectes et les vers de terre qui vont commencer à construire une nouvelle structure dans le sol. Cette décomposition de paillage va, une fois qu'il est la matière, qu'on appelle ça de l'humus brièvement, va pouvoir retenir comme une éponge une énorme quantité d'eau. C'est ce qui se passe dans les forêts. Et c'est ce qu'on veut essayer de reproduire dans le jardin. Maintenant, ce n'est pas le but de faire un débat sur comment vous voulez faire votre jardin, mais cette matière organique que vous mettez en surface, si vous ne l'enlevez plus, elle va avoir un effet bénéfique sur l'arrosage ainsi que sur la qualité de votre jardinage, extrêmement important. Donc, ça, c'est un point sur lequel on ne peut pas faire autrement ici au Portugal avec ce type de sol et ce climat, c'est protéger le sol des rayons du soleil, essayer de garder ce sol souple avec le paillage et humide. Si vous avez un type de sol qui est extrêmement lourd et argileux, lorsqu'il y a de l'eau, il va garder de l'eau, ma foi, vous devrez faire avec. Mais que vous ayez un paillage ou pas, de toute manière, l'argile, une fois mouillée, va revenir comme elle est. Mais c'était mon cas dans certaines parties de mon ancien jardin où j'avais beaucoup d'argile. En le paillant, c'était des endroits où j'avais même plus besoin d'arroser, même l'été, parce qu'il y avait suffisamment d'eau qui était gardée dans le sol. Et cette structure argileuse, sans rien que je fasse, en 7-8 ans, elle s'est complètement transformée en une structure beaucoup plus agréable pour les légumes et les résultats étaient impressionnants. Donc, commençons par ce point, essayons d'aider le sol à faire son travail. On n'aura pas tout de suite des résultats, à part la couverture du sol. Les choses en profondeur vont devenir plus tard, mais ça va nettement améliorer le drainage du sol, la rétention d'eau, l'air qu'il y aura nécessaire pour les... Enfin, tout ce qui... Ça sera que bénéfique pour votre sol. Commencez par ça, c'est le premier point de la qualité de l'arrosage. Alors un premier mauvais exemple, parce que ça arrive, j'ai pas de la matière organique, j'ai encore pas eu le temps aussi parfois. Ici, j'ai juste essayé de mettre quelques pois chiches. Je les ai rentrés dans la terre sèche, enfin qui était apparemment sèche. Ils ont germé, ça fait 3 semaines, en tout cas peut-être 4 qui sont là-dedans. Non, 3. Ils sont sortis de terre, il n'est pas tombé une goutte d'eau. Il a fait que soleil, sauf 2 jours, il a fait un peu plus frais. C'est impressionnant. Alors, c'est une autre façon d'envisager le paillage futur de cette parcelle. C'est de faire pousser une matière, de la matière organique, c'est de faire pousser des plantes. Alors le pois chiche, en plus de nous donner peut-être des pois chiches, le pois chiche n'aime pas tellement l'eau. C'est idéal pour ce genre de test. On espère quand même, ici je n'ai pas la possibilité de l'arroser, je n'ai pas d'eau dans cet endroit-là tout en haut.
Mais l'idée, c'est de faire grandir des plantes qu'on pourra utiliser pour la consommation et de créer le propre paillage pour le futur sol ou le futur morceau où je mettrai autre chose peut-être cet automne ici. C'est un petit test que j'ai fait. Il y a un autre endroit où j'ai également pas donné d'eau, où la terre est belle, donc je voulais mettre peut-être du pois chiche. Mais donc, si vous n'avez pas de matière organique, commencez peut-être par faire pousser quelque chose que vous pourrez ensuite laisser sur le sol. Le pois chiche, lui, devrait être assez dense pour couvrir complètement le sol par rapport à son soleil. Cet été, ça devrait être une plante qui s'étale, enfin qui monte et qui grandit comme ça, qui fait parasol, ce qui protégera le sol. Les plantes ont bien pensé leur histoire, donc je fais confiance à la nature sur ce côté-là, mais là, c'est impossible de faire un paillage pour moi. Je n'ai pas la matière organique et les capacités de le faire. Un des premiers points qui influence notre arrosage, c'est le type de plante qu'on fait pousser. Là, vous avez l'exemple du pois chiche qui est l'extrême où il faut presque pas d'eau, ou pratiquement pas d'eau. Et il en faudra, mais surtout de l'humidité. Et l'exemple contraire, ce serait par exemple une salade, où si vous voulez faire pousser une salade en été, il va nécessiter énormément d'eau, si vous voulez des feuilles tendres, etc. Sinon, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un point maintenant important. Quel type de plante je veux faire grandir? Il va falloir que j'adapte mon arrosage en fonction donc de ce type de plante. Maintenant aussi par rapport au type de plante, la nature elle se débrouille très bien toute seule. Je ne suis pas venu arroser, je vois que c'est une variété de légumineuses, c'est un lupin. C'est pas un lupin comestible ils m'ont dit, mais c'est quelque chose qui mettait comme fourrage, qui a dû être planté il y a quelques années là, qui chaque année, malgré le temps sec qu'il y a déjà maintenant, arrive à faire son cycle. Pourtant c'est une légumineuse, ça a quand même besoin d'eau, qui arrive à faire son cycle, à faire des graines. Il faut essayer de s'inspirer aussi de ce qu'est capable de faire la nature. Même si cette plante va mourir rapidement à cause de la sécheresse, elle aura fait son cycle jusqu'à la récolte, qui dans ce cas seront les graines sèches. Et c'est un point aussi important, c'est qu'on peut adapter, on peut apprendre à nos plantes à vivre avec moins d'eau. Donc ça ne va pas se faire en une année, mais malgré tout, même certaines plantes comme les salades, comme les poivrons, on peut les arroser le plus juste possible pour que les racines vont le plus profondément possible afin d'aller chercher l'eau en profondeur et pas en surface pour qu'elles puissent supporter les aléas climatiques qu'on a, par exemple l'été, à la sécheresse, c'est un petit peu partout maintenant. Ici, il y a des cuisses de poulet qui sont quand même des oignons, enfin c'est pas des oignons, des échalotes qui ont déjà bien repris, on voit. Et le seul paillage que j'avais mis, c'était un peu de compost. C'est aussi un paillage, c'est pas le plus efficace ici, mais disons, voilà, j'avais ça, c'est bien pour nourrir le sol. Comment maintenant je fais pour savoir si elles ont soif? Ça fait, je crois, 2 jours ou 3 jours qu'elles n'ont pas eu d'eau. Je peux mettre mon doigt, il rentre bien dans le sol encore. Et quand je fais ça, je vois que j'ai encore le bout du doigt qui touche de la terre humide. À ce niveau-là, je pourrais encore attendre pour arroser ces plantes parce que je sens encore qu'il y a de l'humidité à ça dans le sol. Donc les racines de ces oignons, elles sont déjà probablement à 6-7 cm de profondeur, elles ont encore de l'eau. Ce n'est pas une plante, c'est pas maintenant elles n'ont pas soif. Mais pour l'exemple, je vais partir de ça, on va les arroser. J'ai à peu près 1 mètre carré de terre, un sol qui est bien souple parce qu'il est paillé. Vous avez vu, je suis rentré assez facilement dans le sol. Ce ne serait pas possible de le faire à côté, je peux vous dire, il n'y a rien qui rentre, même pas un outil. 10 litres au mètre carré, un arrosoir de 10 litres. Comme mon sol est déjà bien humide, donc il n'est pas complètement asséché, je peux dire que mon arrosage il est efficace. Alors j'attends que ça rentre, parce que sinon ça ruisselle vite. Voilà, dans les bords ça sera un peu moins arrosé, mais finalement on voit que ça suffit parce qu'ils sont assez beaux. J'ai donné environ 10 litres d'eau, cette eau va rentrer et va maintenant, c'est pour 2-3 jours, c'est bon, ils ont assez d'eau. Ils sont jeunes, c'est pour ça que je dis 2-3 jours ou 4 jours. Probablement que maintenant, je vais espacer pour ces oignons jusqu'à 5 jours avant de leur donner à boire.
Une chose importante, quand vous arrosez les plantes, il faut éviter de faire parfois on fait, c'est juste mouiller le sol puis s'arrêter. Oui, l'arrosage est bon. Allez contrôler en profondeur dans 10 minutes si l'eau où vous avez introduit votre main, où j'ai introduit mon doigt à 5 cm, si le sol est vraiment plus humide. Il ne faut pas mouiller les plantes quand vous arrosez, il faut leur donner à boire. Il faut s'assurer qu'elles aient le temps de boire cette eau. Donc la période idéale pour arroser, ce serait par exemple très tôt le matin ou plutôt le soir, puisque la nuit, qui a déjà une humidité qui va augmenter, va permettre aux plantes de boire plus tranquillement. Elles ont plus de temps pour s'abreuver en fait. Donc là, par exemple, au Portugal, moi j'évite de donner, à moins un cas urgence en pleine journée, ou le matin, j'arrose vraiment le soir, toute fin de soirée, enfin fin d'après-midi. Encore une fois, je répète, j'explique, beaucoup de gens ont entendu qu'il ne faut pas arroser sur les plantes en pleine journée à cause du soleil. Ça, c'est un mythe. Si les plantes n'aiment pas avoir de l'eau sur les feuilles, comme les tomates, c'est différent. Mais l'eau ne va absolument pas griller vos plantes parce que vous avez déjà vu une fois un orage qui arrive, il fait 30 degrés en plein mois de juillet, arrive une pluie, revient le soleil derrière. Bon, les arbres, toutes les plantes n'ont pas grillé, il n'y a pas tout qui est carbonisé par le soleil. Donc ça, c'est l'arrosage des feuilles, ça ne change rien. Peut-être éviter de le faire à midi par 50 degrés, mais disons que mes oignons ne vont pas souffrir parce que le soleil est là. Les plantes, ça c'est un mythe alors qu'il ne faut pas arroser une salade, etc. Après, c'est différent sur les plantes qui n'aiment pas l'eau sur les feuilles. Ça c'est une autre discussion. Ça fait quelques minutes que j'ai arrosé. Maintenant, je vais contrôler le sol par rapport à comme c'était avant. Et si je descends là, par exemple, juste à côté, je peux déjà descendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus profond. Et là, je vois que quand je ressors, l'humidité, elle est vraiment allée en profondeur. L'arrosage, pour moi, a été efficace pour ces plantes. Maintenant, quels sont les outils pour arroser? Alors, il en existe des dizaines et des dizaines de différentes, j'imagine. Moi, j'aime beaucoup l'arrosoir. Généralement, j'en prends 2 pour arroser. Et ça m'évite de faire trop de chemin. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je maîtrise effectivement la quantité d'eau que je mets. Je peux imiter la pluie avec la pomme. Alors, on pourrait aussi avoir un outil comme ça qu'on peut connecter au jet, pourquoi pas, hein. Je maîtriserai moins la quantité d'eau, mais disons qu'avec l'expérience, ça peut venir. L'autre chose, c'est que moi, quand j'arrose à l'arrosoir, je divise généralement les jardins en secteurs. Ça veut dire que peut-être j'arrose tous les jours un secteur différent du jardin. Je note sur un carnet pour ne pas me marcher sur les pieds. Il y a aussi une manière, c'est que quand vous arrosez à l'arrosoir, vous avez le temps d'observer vos plantes. Vous avez le temps de vous connecter avec, ça a l'air débile, mais pour moi c'est important. Et c'est le moment où vous voyez comment elles évoluent, comment elles grandissent, parce que vous avez un œil tous les jours, enfin tous les quelques jours sur les plantes. Ça vous permet vraiment de méditer en fait, c'est une sorte de méditation l'arrosage, tandis que si vous faites au jet, vous êtes pressé parce que l'eau coule, elle vous stresse, il faut vite faire partout et vous n'avez pas le temps de bien observer les choses. Ma foi, parfois je suis aussi très pressé, la journée a été longue, j'aimerais terminer, je fais aussi avec la pomme et le jet, ou simplement le jet avec le doigt et je fais une aspersion. J'évite l'aspersion. Donc les systèmes qui aspergent dans le ciel, ici, ça ne sert à rien du tout. L'eau, elle arrive, elle va sortir, je vais perdre trop d'eau. Si je fais par aspersion, ça veut dire que je vais vraiment au pied des plantes ou quand c'est comme ça, j'arrose. Il faut que ça soit efficace, il ne faut pas que l'eau se perde dans le ciel parce qu'il fait chaud. Donc ça, c'est les différents systèmes que j'utilise. Après, on m'a dit, ouais, mais il faudrait mettre en place des gouttes à gouttes. Alors les gouttes à gouttes, si vous êtes exactement sûr de l'endroit où vous allez planter chaque année certaines choses ou la manière dont vous allez procéder dans votre jardin, vous pouvez mettre en place un goutte à goutte ou bien alors chaque année vous l'adaptez en fonction de ce que vous plantez. Le goutte à goutte peut avoir des avantages par exemple pour les plantes fixes comme les arbres, les jeunes arbres, les vignes, etc. Alors là c'est clair que vous pouvez installer un système de goutte à goutte.
Toutefois, il faut avoir les tuyaux. Ici, on parle vite de 200-300 mètres un peu par-ci, 200-300 mètres. Donc, il y a un coût par rapport à tout ça. Il faut une certaine pression, il faut une qualité d'eau. Ce n'est pas à mettre de côté. Qu'est-ce que vous avez comme eau? Ça, c'est l'autre sujet de l'arrosage. Ici, c'est de l'eau de nos puits. Donc, c'est de l'eau qui est filtrée par les rochers, par la terre. L'eau est de très bonne qualité, elle est pas terreuse du tout. Malgré tout, si je voulais utiliser un goutte à goutte, je devrais encore la filtrer avant de la faire passer dans le goutte à goutte pour ne pas boucher les gouttes à goutte. L'avantage du goutte à goutte, c'est qu'alors vous maîtrisez en une heure, vous avez tant d'eau, en 2 heures, vous avez tant d'eau, vous maîtrisez exactement la quantité d'eau. Mais c'est un système qui est un peu plus complexe à mettre en place. Peut-être un jour, je m'aventurerai pour les plantes fixes, mais pour le jardin, c'est trop compliqué. Chaque année, ça change. À voir, on verra. C'est aussi le coût, et ce n'est pas à négliger. Maintenant, l'eau. L'eau, la meilleure, c'est l'eau de pluie. À pas discuter, si vous pouvez récolter de l'eau de pluie, s'il pleut assez fréquemment, vous pouvez avoir un stock de 3, 4, 5 000 litres et puis il se renouvelle assez souvent dans la saison. Ça vous permet de tourner avec l'arrosage de votre jardin. Ici, il me faudrait des telles quantités d'eau, puisqu'il pleut vraiment l'hiver, pour stocker pour l'été. C'est à voir comment on veut faire ça. C'est en planification, mais probablement on va le faire au travers d'étangs. Parce qu'à ce moment-là, je peux stocker de l'eau de pluie dans un étang plus efficacement que dans des citernes. C'est encore du plastique, c'est encore de l'argent, etc. C'est quelque chose qui pour nous n'est pas envisageable pour le moment de stocker l'eau de pluie dans des citernes. Mais vous pouvez faire ça. La pire eau que vous pouvez utiliser, c'est celle du réseau si elle est chlorée. Si vous n'avez que ça à disposition, alors au moins achetez des tonneaux, ou ça c'est tout de la récup. Hein. Mettez cette eau, remplissez. Comme ça, au moins, le chlore peut s'évaporer. Mon Dieu, que c'est horrible. Peut s'évaporer pendant un jour. Et puis, vous aurez une eau nettement moins chlorée, puisqu'il va s'évaporer dans l'air, dans l'atmosphère. Donc, ma foi, si vous n'avez pas le choix, il faut faire avec. Une autre chose importante, pourquoi moi, dans chaque jardin, j'ai souvent des dépôts d'eau, parce que j'aime puiser. C'est plus rapide quand on remplit un arrosoir. Et surtout, l'eau, elle est un peu plus tempérée. Elle est un peu plus fraîche le matin, un peu plus chaude, mais elle va jamais dans trop d'extrêmes, très froide, très chaude. Parce que certaines plantes, bon, tous vont pas aimer de l'eau à 60 degrés, ça c'est clair, mais certaines plantes ne supportent pas l'eau froide. Vous arrosez une tomate avec de l'eau, s'il vient de vous neiger sur le toit, vous avez de l'eau qui fond, la neige fond, vous arrosez vos tomates avec ça, qui se situe dans une serre, vos tomates vont faire les feuilles, c'est une catastrophe, vous avez un choc qui va vraiment pas leur faire du bien. Donc, c'est toujours bien d'avoir de l'eau stockée à température le plus proche de l'air. Ça serait l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible. Mais c'est pour ça que moi, j'ai des dépôts d'eau. Donc ici, on est à côté des tomates. Maintenant, elles sont encore assez jeunes. Moi, je veux qu'elles fassent des racines en profondeur et pas trop en largeur. Ça veut dire que je vais éviter de leur donner juste comme ça de l'eau. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Je reviens toujours. Pour l'instant, jusqu'à cette taille, je considère que c'est des jeunes tomates. Je reviens toujours à mes 10 litres par mètre carré. Grosso modo, il me faut 3 à 4 plantes pour 1 mètre carré. Plutôt 3 tomates. Je vais donc diviser mon arrosoir en 3 pour faire 3 tomatiers pour l'instant. Donc je vais passer sur chaque tomate. Et diviser mes 10 litres sur chaque tomatier. Voilà, je rajouterai un peu à celle-là parce que peut-être j'aurais donné 4 litres par tomate. Il m'aura fallu un petit peu plus que 3,33 litres par tomate, mais voilà, j'aurais donné environ 4 litres pour ces tomatiers. Cette eau va rentrer, comme on a vu là-bas dans les oignons, c'était déjà bien profond. Ici, ça va encore pénétrer plus profondément à 10, 15, peut-être 20 cm, puisqu'elles sont bien paillées, le sol va absorber cette eau. J'ai donné en 2 fois pour pas que ça ruisselle partout, parce que ça ne sert à rien d'arroser à 20 cm à 50 cm de la tomate. Voilà un arrosage efficace des tomates. Si j'avais fait juste comme ça, la plante, elle aurait eu à peine le temps de boire, et c'est une catastrophe. Maintenant, ces petites courges spaghetti, c'est clair que je ne vais pas donner 4 litres pour ces courges spaghetti. Elles sont plantées il y a 3 jours. Je peux donner ça et je peux vous assurer que ça rentre juste parce que je viens d'assouplir la terre.
peut-être 2 litres d'eau maintenant va suffire pour chacune de ces plantes pour descendre à 20-30 cm. Même chose, j'aimerais qu'elles aient la possibilité d'installer leurs racines en profondeur. C'est important. Donc, je vais donner un petit peu moins je vais adapter. Mais un jour, chacune de ces tomates va recevoir probablement 10 litres pour qu'elles puissent vraiment boire et nourrir toute leur structure jusqu'à 2 mètres pour avoir de l'eau. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle pour savoir combien je dois donner à chaque plante, à quelle fréquence. Une bonne méthode, c'est d'avoir la main dans le sol et de regarder si c'est sec ou pas. Ça ne veut pas dire que si c'est un peu humide, elles ont tout de suite soif. Si vous avez donné hier de l'eau et que vous arrivez le lendemain et vous avez donné suffisamment d'eau, vous allez arriver le lendemain, c'est quand même déjà plus sec que hier, c'est logique. Puis le 3e jour, ça sera encore plus sec, alors peut-être donner le 4e jour. Là, c'est un petit peu la fréquence que j'ai maintenant, mais on est déjà à des températures de 25 à 30 degrés. Imaginez sous la serre, on est déjà à des températures joliment estivales, en tout cas pour ce que j'avais. Je reste dans les 3-4 jours, il n'y a pas de problème, les plantes n'ont pas soif. Après, vous avez aussi, on peut observer quand une plante a soif, mais ce n'est pas bon d'attendre qu'elle soit en train de souffrir de soif. Il ne faut pas des fois se faire surprendre. Les choux font ça, les salades font ça lorsque le soleil frappe très fort la journée. Des fois, les feuilles, elles flétrissent comme ça. Ça ne veut pas toujours dire qu'elles ont soif, c'est que c'est une manière de se protéger pour éviter de trop transpirer. Elles se mettent en fait en mode de protection. Ma foi, mangez des salades en début de saison. Mettez des salades qui tiennent plus la sécheresse. Par exemple, plantez des icebergs en été plutôt que des pommées vertes. Là, ces feuilles tendres, là, c'est pas fait pour l'été. Ça, c'est sûr que non. Si vous mettez des petites icebergs, des petites pommées comme ça vertes en été, vous n'aurez que de la feuille coriace. C'est fait pour la fraîcheur du printemps ou la fraîcheur de l'automne. Adaptez aussi vos plantations en fonction de la saison. Nous, par exemple, dans la saison de tomates, où on va manger beaucoup de salades de tomates, je vais éviter de faire pousser des centaines de tomates, des centaines de salades. C'est terminé, je fais pousser de l'iceberg juste quand on a envie d'une petite salade croquante, tac, 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 on a une iceberg sous la main. Mais les pommées vertes, c'est les dernières. J'en ai semé encore un peu au nord maintenant, contre un mur au nord. Mais après, c'est terminé. Ces feuilles tendres, ce n'est pas pour la saison d'été. Mettez des salades plus robustes. L'iceberg, typiquement, c'est quelque chose qui va mieux aimer la chaleur. Et puis ensuite, il faut aussi, des fois, jouer un peu avec les plantes, parce que si on regarde un maïs ou les choux, vous pouvez peut-être observer, c'est des plantes qui sont géniales parce qu'elles ont des feuilles qui sont adaptées pour la récolte d'eau. L'humidité du matin va descendre dans le tronc et puis les gouttes d'eau vont couler à l'intérieur et descendre le long du calice, là, descendre et puis arroser la plante. Alors des fois, moi, quand j'arrose, je regarde comment ça fait effet aussi sur les feuilles. Je vois qu'elles récoltent bien l'eau. Le maïs est assez champion s'il y a de l'humidité dans l'air pour la récolter. Mais généralement, moi, si j'arrose le maïs, je préfère faire un arrosage au pied des plantes que sur les feuilles. Une raison d'économiser de l'eau, parce que je n'ai pas besoin d'arroser là. Je vais plutôt donner vraiment au pied de la plante. Comme ça, l'eau descend directement. Alors, les racines de maïs, elles vont profondes. Ça peut aller, si vous avez un sol souple, ça peut descendre un bon bout, c'est comme le blé. Donc, profitez de cet effet. Là, moi, j'ai fait des petites rigoles pour que l'eau reste vraiment au pied du maïs. J'ai fait des petits monts de terre pour que l'eau reste et puis pénètre directement au pied du maïs. Et on va voir. C'est clair que chez nous, ici au Portugal, le maïs, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'eau. Donc, j'ai pas exagéré sur les quantités. Il y en a ailleurs. Je ne vais pas privilégier la culture de maïs là où il faut beaucoup d'eau, mais quand même parce que j'aime bien la polenta, on aime bien le maïs sucré, donc on ne va pas se priver de tout ça. Une chose encore importante, c'est l'arrosage des plantes quand elles sont dans des pots ou dans des petits pots. Vous voyez ici ces tomates, c'est tous des clones qu'il faut vraiment que j'aille planter. Je ne sais pas où, mais je vais les mettre à quelque part, ça sera des plants de chance, on verra pour les tomates. Une fois que les plantes utilisent tout l'espace par les racines, ça devient très compliqué de suivre avec les pots parce qu'elles arrivent, la terre n'absorbe plus d'eau puisque c'est occupé par les racines. Et vous avez un problème, c'est que vous pouvez les arroser, mais ça reste souvent très en surface et vos plantes, elles vont
rapidement montrer des signes de faiblesse, des feuilles qui viennent jaunes, elles ont tout le temps l'impression d'avoir soif, ce qui est le cas. Donc les plantes en pot, c'est quelque chose qu'il faut bien suivre. Il faut toujours qu'il y ait une place raisonnable pour les racines et une place raisonnable pour le stockage de l'eau avec de la terre autour. Sinon, vous allez être esclave de l'arrosage et même avoir de la peine à faire survivre la plante. Lorsque nous faisions du jardin en Suisse, j'avais tendance à planter les poivrons. J'avais pas tendance, je plantais beaucoup les poivrons en pot. Je m'assurais qu'ils aient environ 14 litres parce que c'était une mesure intéressante entre la qualité de la récolte, la vie de la plante et la facilité d'arrosage. Si j'avais eu des plots plus petits, j'aurais peut-être pu faire survivre les poivrons, mais ça aurait été compliqué pour arroser parce que l'eau, elle se met dessus, puis elle coule au bord ou elle rentre, mais elle coule sur les bords du pot sans pénétrer dans les racines. Et ça, c'est le challenge. Donc, faites attention d'avoir une belle qualité de terre, bien drainante, qui va permettre d'alimenter vos racines pour faire pousser les plantes dans ces pots. Puis quand c'est très petit, comme ici, c'est du basilic, de l'aneth, du sésame qui a germé, à ce moment-là, moi, ça, je passe plusieurs fois par jour et je vais très délicatement comme ça. Les autres à côté en profitent aussi, de toute manière. Et j'ai une qualité de germination qui est, à mon avis, très très bonne. Ça va très bien comme ça. Mais je passe plusieurs fois par jour, contrôler que la surface n'est pas sèche pour que ça puisse germer. Et lorsque les plantes deviennent plus grandes, voilà les asperges qu'il faudra que je plante, on voit très bien que l'eau ruisselle, elle pénètre plus difficilement dans les pots. Donc je passe aussi plusieurs fois par jour, mais ça demande maintenant, c'est le moment d'aller planter. On voit les asperges qui commencent un petit peu à devenir clairettes en haut, elles ont soif, quoi. Donc attention, vous ne pouvez pas inéternellement faire vivre des plantes dans des petits pots. À un moment donné, ce n'est pas que la nourriture, c'est l'absorption de l'eau qui va être très compliquée pour la plante. On peut aussi trop arroser certaines plantes, soit quand elles sont en petits semis, c'est souvent un problème avec les salades. L'eau est trop saturée, la terre est trop saturée en eau, les racines elles suffoquent dans l'eau et elles pourrissent. Et c'est le cas aussi, par exemple, c'est pas facile de faire, j'essaye de faire germer des cacahuètes et je vous assure, je pense que c'est aussi une qualité de la semence, mais j'observe une rapidité de pourriture de la graine. Il faut mieux plutôt avoir un environnement humide un tout petit moment et très sec. Donc voilà quelque chose. Je fais des expérimentations cette année, je ne les ai pas toutes plantées en même temps. Heureusement, j'ai appris de mes erreurs. Les premières, elles ont carrément toutes pourri. Donc ici, j'y vais mollo et je vois que j'ai déjà une qualité meilleure de germination. Donc, observation, l'arrosage, il n'y a pas de recette. Il faut observer vos plantes, observer votre sol. Comment est-ce qu'il absorbe l'eau? Comment est-ce qu'il est humide après quelques heures, suivant. Mettez le doigt, mettez les mains dans la terre, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de recette unique pour l'arrosage. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire il faut tant d'eau, tant de jours, ça va dépendre de tellement de paramètres. Observez, passez du temps, soyez un petit peu logique, une petite plante, une grande plante, etc. Il y a des choses, c'est inné, vous allez vite comprendre tout ça. L'arrosage au jet, c'est quelque chose d'important ici parce que parfois je dois appondre ce jet de 50 mètres à encore un autre de 25 mètres, suivant ce que je veux atteindre. Par exemple, les arbres. Alors comment je sais si j'ai donné assez à boire à un arbre? Si je décide de donner 30 litres d'eau à un arbre, j'ai calculé qu'en fonction du débit, de la pression que j'ai, où situent les arbres, j'ai simplement pris un arrosoir avec, j'enclenche le jet et je regarde en combien de temps j'arrive à remplir 10 litres d'eau. J'enclenche le jet puis je compte les secondes jusqu'à ce que mon arrosoir soit plein. Et en faisant ainsi, je sais qu'en 10 secondes, j'ai à peu près 10 litres. Si je donne 30 secondes d'eau, j'aurai donné 30 litres à mes arbres. La même chose, là j'arrosais avant du soja, c'était pour l'exemple, il n'en a pas vraiment besoin maintenant puisqu'il a tout germé. Mais si je dois arroser pour faire germer quelque chose, à ce moment-là, je sais qu'il y a 10 mètres carrés ou 5 mètres carrés. Si je donne tant de secondes, j'aurai à peu près mis 10 litres au mètre carré. Donc c'est toujours ce rapport, il faut de temps en temps faire des tests. Mon jet me donne ça, etc., etc. Donc le jet, pour nous, c'est un arrosage, c'est un moyen de transporter de l'eau facilement dans des distances qui sont
qui sont assez éloignés des tonneaux. Ce n'est pas toujours possible de courir sur 50 mètres avec des arrosoirs. Il ne faut pas oublier aussi de penser que certaines plantes, je l'ai déjà dit, aiment plus l'eau que d'autres. Il y a des périodes où elles ont plus besoin que d'autres. Par exemple, les patates maintenant qui sont en croissance, j'ai vu l'autre jour qu'elles grandissaient, mais elles ne bougeaient plus tellement malgré le soleil. Il leur fallait un bon coup d'eau. Elles n'avaient pas eu finalement de pluie depuis le 8 mars. Ça faisait un mois. J'ai donné de l'eau sous ce paillage et immédiatement elles deviennent plus belles. Et l'ail, c'est un cas aussi, il aime l'eau. L'ail a besoin d'eau pour grandir, mais il n'aime pas non plus avoir tout le temps les pieds dans la flotte parce que sinon il va plus facilement mettre des pourritures aux racines. Il faut lui donner à boire, mais moi je dirais que j'ai une fréquence de 5 à 7 jours sur l'ail. Je vérifie quand je lui donne de l'eau par contre qu'il est bien bu. Je suis très attentif à ça parce qu'on est des grands amoureux d'ail. Et c'est pas facile ici, c'est tout nouveau pour moi. J'ai un petit peu des feuilles jaunes en haut. Je vois bien qu'il avance dans l'âge aussi, mais je peux vous dire que j'ai un petit peu peur parce que j'aimerais pas rater ma saison d'ail. C'est tellement important pour nous, la culture de l'ail. Alors voilà, il faut aussi adapter en fonction des plantes. Il faut réfléchir aussi. Les patates, c'était évident. Moi, j'ai jamais arrosé de patates en Suisse. Ça me venait pas à l'idée. Et puis là, tout d'un coup, je me dis, mais il pourrait quand même avoir soif. Et en donnant de l'eau, j'ai vu tout de suite la patate qui commence à se développer, d'avoir une meilleure qualité de feuilles et puis grandir. Donc voilà, observer, ce serait le mot d'ordre du jour s'il fallait conclure. Observer, connaissez un petit peu les plantes, savoir comment il faut leur donner à boire. Et puis ça viendra déjà avec l'expérience, le quand, etc. Des cultures comme l'ail, à un moment donné, il faut arrêter l'ail et l'oignon, par exemple. Il faut arrêter de leur donner à boire quand les cailleux sont bien formés. Vous voyez que la récolte approche. Vous pouvez arrêter d'arroser parce que là, il va concentrer ses sucres dans le bulbe, que ce soit l'oignon, ou dans les cailleux, que ce soit l'ail. Ces feuilles, les feuilles nécessaires, le feuillage, quand il est suffisamment fané, à un point qu'il faut le récolter, ça sera le bon moment. Donc là, quelques temps avant la récolte, certaines plantes, vous allez complètement arrêter de les arroser pour justement les durcir et augmenter la saveur à l'intérieur des plantes. Mais ça, c'est encore un autre débat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas apporté plus de confusion, mais peut-être un éclaircissage. Moi, je pense que c'est de l'expérience, de l'observation, un petit peu de l'étude sur les plantes qu'on veut faire pousser et un timing dans l'année, c'est important. Quand je plante, quelle plante, pour aussi pouvoir économiser et gérer mon eau au mieux durant la saison. Éviter de mettre des salades vertes en plein été, ça économise de l'eau, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis profitez bien du printemps qui commence et puis à tout bientôt, au revoir. T'as touché le fond? Ah, les algues, oui, mais le fond, il fait au moins 7 ou 8 mètres de profond, donc ça va.